Alors, il y a des milliers de postes toujours vacants dans le réseau scolaire à l'approche d'une rentrée marquée par l'incertitude. La rentrée, c'est lundi prochain, le 25. On est en 2025, mais on pourrait être en 2024, on pourrait être en 2023, on pourrait être en 2022. En fait, c'est tout le temps pareil. À chaque mois d'août, Bernard Drinville sort de sa tanière comme ça et nous dit qu'il manque de ressources. On a les fédérations aussi qui nous disent la même chose, les syndicats qui nous disent on a la gorge comme ça serrée. On va en parler avec Mme Caroline Desmarais, qui est présidente de la Fédération du personnel professionnel de l'éducation du Québec, qui est en studio. Bonjour. Bonjour, M. Villeneuve. Donc, c'est quoi l'ampleur du problème en ce moment là, à l'approche de l'année scolaire 2025-2026 dans le domaine précisément là, des personnels professionnels de l'éducation? Oui, donc c'est sûr que pour nous, cette année, on a beaucoup d'inquiétudes encore. Donc, c'est difficile encore à ce jour, à moins d'une semaine de la rentrée, d'avoir un portrait qui est clair sur la situation. Puis ça, c'est déjà quelque chose qui nous inquiète parce que pour pouvoir travailler, ben on a besoin de l'information, on a besoin d'être en poste. Puis là, en ce moment, ben on traîne la patte comparé aux années précédentes. Donc, c'est peut-être la différence avec les années précédentes auxquelles vous faisiez référence tantôt. Traîner de la patte par rapport aux autres années? Ben oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui se passait depuis la mi-juin avec le désinvestissement puis le retour partiel de certaines sommes, c'est que l'organisation scolaire s'est faite en juin avec moins 570 millions pour les centres de services scolaires. Fait qu'ils ont fait leur organisation scolaire en pensant qu'ils devaient faire leur maximum là, pour atteindre ces chiffres-là, avec toutes les conséquences qu'on peut prévoir. Puis ben là, malgré le retour partiel, puis avec des conditions de certaines de ces sommes-là, ben la machine n'est pas encore prête là, à réinvestir. Puis ça prend du temps, là, à engager des professionnels. Surtout qu'on en a, là, que si on a tardé à offrir des contrats, ils ne seront même plus disponibles. Ils sont rendus où? Ben, ils peuvent être dans d'autres réseaux, en santé, dans les services sociaux. Ils peuvent être au niveau du privé. Donc, c'est vraiment... Nos corps d'emploi sont recherchés là, dans d'autres secteurs. Là. On n'est pas exclusif là, au réseau de l'éducation. Donc, c'est un problème quand même original parce que là, il y a quelques mois, on nous disait qu'il manque de ressources financières. Là, Bernard Drinville a plié sous la pression. Il a rouvert une enveloppe. Il a mis des conditions. On s'entend. Il a dit que ce n'est pas un buffet ouvert. C'était son expression. Là, l'argent, c'est encore un problème, je présume, de votre côté, mais c'est plus la question de la logistique. C'est que là, il faut trouver du personnel qui s'est évaporé, qui a choisi des fois d'autres secteurs d'activité. L'argent est là. Est-ce que ça vous dérange qu'il faille justifier l'usage de cet argent-là, par exemple? Parce que j'ai entendu des syndicats dire, nous autres, là, on dirait qu'on nous infantilise. Mais en même temps, c'est un peu la moindre des choses quand même de justifier des dépenses. Bien, ce qui nous dérange là-dedans, c'est que c'est un peu parler des deux côtés de la bouche. Parce qu'à la fois, Bernard Drinville dit qu'il faut limiter au maximum les dépenses en administration. Puis d'un autre côté, ben, il nous dit, je vais vous demander plus de reddition de compte pour que vous me prouviez que les sommes que je vous envoie sont bien dépensées. Fait que pour nous, ça fonctionne pas, là. Qui va la faire, cette reddition de compte-là? C'est des employés, là. Ça ne se fait pas par magie. Oui. Fait que ça, c'est un enjeu pour nous, là, dans le côté réaliste de ce qui est demandé. Après ça, que les sommes soient bien gérées puis qu'on s'assure, dans le fond, que ça l'aide directement aux élèves, ça, on n'a aucun problème avec ça. C'est pas ça l'enjeu. Mais le 540 millions qui aurait été réinvesti, il faut savoir que c'est jusqu'à 540 millions qui va être disponible avec la reddition de compte et tout. Donc, on a un manque à gagner là, qui est encore présent. Puis si on compare le budget réel de 2024-2025 puis ce qui est présentement sur la table, avec ce 540 millions-là, on est encore en retard de 300 quelques millions. Vous voulez dire que le budget est plus faible que l'année passée? Exactement. Il n'est pas en augmentation, le budget? Malgré le 540 millions. Non, il ne l'est pas. OK, parce qu'on avait vu des graphiques qui nous présentaient ça, la CAQ, avant de partir en vacances, des graphiques où on voyait qu'au contraire, là, le budget pour les centres de services scolaires était en augmentation croissante. C'est la demande qui a changé la donne, parce que là, il y a de plus en plus de demandes de besoins particuliers. Là. Dans certaines classes, on dit que c'est le tiers des élèves, des fois. Bien, on a vu en 2024-2025 une augmentation de 13 % des élèves avec des besoins particuliers dans les classes. Fait que c'est sûr qu'il faut en prendre soin de ces élèves-là. Il faut les aider. On a les connaissances puis l'expertise pour leur permettre de se développer puis d'atteindre leur plein potentiel. Mais encore faut-il qu'on ait les ressources au bon moment, parce que la difficulté qu'on a en ce moment avec le sous-financement chronique, puis oui, on les a vus les graphiques, nous aussi, le problème, c'est quand on compare des prévisions budgétaires avec le prochain budget.
bien là, on vient juste d'avoir les vrais chiffres pour 2024-2025. C'est les prévisions qui sont en augmentation, mais pas les véritables budgets. C'est ce qu'il faut regarder, les véritables budgets. Puis là, c'est ça qu'on se rend compte, c'est qu'en 2024-2025, il y a eu plus de besoins de dépenses, augmentation du nombre d'élèves, plus d'élèves avec des besoins particuliers. Donc, il faut comparer ces chiffres-là pour avoir un vrai portrait de est-ce qu'on est en augmentation des budgets. Puis là, ce qu'on constate avec nous, nos analyses, c'est qu'on ne l'est pas. Donc, ça, c'est une première chose. Puis après ça, les élèves à besoins particuliers, bien, il faut en prendre soin. Quand on intervient trop tard, les difficultés s'enveniment. Puis après ça, bien, c'est encore plus compliqué pour nous de leur permettre de réussir. Puis on pense que tous les élèves ont le droit d'avoir accès aux services auxquels ils ont besoin. C'est d'ailleurs ce qui est prévu à la loi. Parlons des élèves, justement. Moi, j'ai été enseignant. J'ai été dans des écoles secondaires. J'ai enseigné dans des classes d'ampli, même, donc avec des élèves en difficulté. J'ai enseigné dans des classes dites normales. C'est évidemment pas un terme officiel au ministère de l'Éducation, mais je pense que tout le monde qui a été sur le terrain comprend de quoi il s'agit. Ça n'existe plus vraiment des classes dites normales parce qu'on mélange énormément les jeunes qui n'ont pas de difficultés officielles d'apprentissage avec des jeunes qui, eux, sont en difficulté. On fait le pari que dans cette sorte de métissage-là, on va réussir à maintenir des niveaux d'attente qui sont élevés pour les élèves qui n'ont pas de difficultés et que les jeunes, peut-être, qui ont des difficultés, vont pouvoir rattraper le peloton. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Moi, j'ai l'impression qu'on nivelle par le bas. Vous, évidemment, vous êtes auprès de ces élèves-là. Vous les connaissez. Vous représentez des professionnels qui les connaissent bien mieux que moi. Vous me parlez d'une hausse fulgurante de ces besoins-là. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on pénalise d'une certaine façon les élèves qui, eux, auraient droit à un cheminement normal, c'est-à-dire tout à fait réglementaire? Mm-hmm. Bien, c'est sûr qu'il y a un certain écrémage qui se fait là, avec les parcours particuliers et tout ça, qui fait en sorte que parfois, dans les classes dites régulières, justement, on se retrouve quand même avec une concentration importante d'élèves à besoins particuliers. Mais dans le fond, là, ce qu'il faut se rappeler par rapport à ces élèves-là, c'est qu'ils ont aussi droit au service. Ils ont la capacité aussi de s'améliorer, de se développer. Puis nous, sur le terrain, ce qu'on voit, c'est des réussites aussi. Quand on est là, quand les ressources sont mises à leur disposition pour leur permettre de progresser, ça fonctionne. Donc, mais c'est certain qu'on se rend compte, là, puis c'est pour ça un peu qu'on demande à ce qu'il y ait une réelle réflexion par rapport à l'éducation au Québec. Vous voudriez avoir cette réflexion-là? Bien, absolument. Parce que c'est votre pain et votre beurre, là, les élèves en difficulté, d'une certaine façon. Je veux dire, je veux évidemment pas vous prêter des mauvaises intentions. Je vous connais pas. Mais quelqu'un qui défend son métier pourrait dire, ben moi, tu sais, ça m'apporte du travail, des élèves en difficulté. Dans un monde idéal, j'aimerais ça qu'il y en ait moins parce que c'est aussi mes enfants, c'est les amis de mes enfants, ces élèves-là. Mais quand un animateur de radio me dit qu'il faudrait peut-être faire en sorte qu'ils n'aillent peut-être pas à l'école ou dans des centres spécialisés, peut-être que ça veut dire qu'on va me couper des postes. Mais vous voudriez une réflexion? Ah, je suis pas du tout inquiète avec ça. Moi, je pense que même avec des gens qui ont une trajectoire normalement assez standard, comme être humain, ça nous arrive toujours d'avoir besoin d'un petit coup de pouce. Puis c'est là qu'on fait la plus grande différence, dans le fond, comme professionnels de l'éducation, autant auprès de nos collègues qu'auprès des élèves qui ont des besoins, que ce soit juste à un certain moment dans leur cheminement ou plus longuement. Donc, ça m'inquiète pas du tout. Mais je pense qu'on est rendu là au Québec à avoir une grande réflexion sur qu'est-ce qu'on veut faire de notre système d'éducation. Est-ce qu'il répond encore réellement aux besoins des élèves? C'est une bonne question. Là. Est-ce que c'est normal qu'on voit un accroissement aussi important du nombre d'élèves en difficulté? Est-ce que c'est parce que le système est vraiment fait pour les élèves d'aujourd'hui? Ça fait des décennies là, que le système scolaire est le même au Québec. Donc, nous, on pense là, qu'il y a des états généraux, une réelle réflexion par rapport au système d'éducation. C'est ce qui nous permettrait d'avoir une vision commune, que vraiment, là, tous les citoyens se sentent partie prenante, concernés par ce système d'éducation-là, puis qu'on fasse des choix de société en conséquence. Mais ce serait quoi votre position à ce moment-là? Évidemment, je ne veux pas que vous dévoiliez vos cartes. Là. Il n'y en a pas d'états généraux à l'horaire. Là. Mais ce serait quoi votre position autour de cette question-là? Est-ce que vous voudriez, par exemple, qu'on mette fin à cette espèce de métissage-là? Est-ce que vous voudriez qu'on prenne ces élèves-là, qu'on s'en occupe vraiment, mais dans un contexte qui serait extérieur à celui des écoles dites normales? Bien, mon premier réflexe par rapport à cette question-là, c'est de vous dire que ce que je veux, c'est que la loi sur l'instruction publique soit respectée. C'est dans les droits de ces élèves-là de recevoir les services auxquels ils ont droit, peu importe dans quel type de classe ils se retrouvent. Ce qu'on sait, ce que la littérature scientifique nous prouve, ce que le terrain nous prouve, c'est quand ils sont intégrés puis qu'il y a une bonne mixité dans les classes,
ça tire tout le monde vers le haut. Ça tire pas personne vers le bas. Là, après ça, est-ce qu'on a des enjeux au niveau de du fonctionnement des classes, au niveau du nombre d'élèves par classe qui font en sorte que c'est difficile d'atteindre une mixité qui permet d'avoir un équilibre? Bien, peut-être. C'est ce qu'on se pose comme question aussi, puis qu'on pense qu'il faut qu'on ait une réflexion sur comment on constitue nos classes aussi, puis comment on offre les services à ces élèves-là. Non, on pense quand même que l'inclusion, c'est une bonne façon. Encore faut-il que ça soit équilibré, puis pour ça, il y a plein de solutions qui sont possibles, mais ça ne doit pas venir ni seulement du gouvernement, ni seulement des organisations syndicales, ça doit venir de la société au complet parce qu'on est tous concernés par l'éducation. Ce n'est qu'une anecdote, vous me direz peut-être, mais moi, je me rappelle donc de ces années en enseignement. Je devais suivre des formations le soir, des formations d'appoint. Je nommerai pas le centre de service scolaire, mais c'est dans la grande région de Montréal. Et un jour, j'étais donc accompagné d'une cinquantaine, peut-être même d'une centaine de professionnels, des enseignants, des gens qui attendaient d'avoir leur attestation. Et on nous avait soumis un scénario hypothétique. On nous avait dit, supposons que vous êtes professeur dans une classe et que vous avez 30 élèves et que vous en avez 2, et peut-être même juste un, qui a des difficultés à l'écriture et que là, vous êtes dans un cours de français et que vous préparez une activité de rédaction. Et là, on nous avait demandé, c'était des conseillers pédagogiques là, qui sont eux aussi fans de ce que vous appelez l'inclusion. Ils nous avaient dit, qu'est-ce que vous proposez comme méthode? Et là, évidemment, les mains se lèvent comme ça dans la classe. Il y a des gens qui disent, écoutez, peut-être que il faudrait proposer aux 29 élèves pour qui l'écriture est un geste acquis et normal, de s'en tenir à l'écriture manuscrite, crayon-feuille, et pour l'élève qui a de la difficulté, peut-être qu'il faudrait réformer un peu l'activité. Et on nous avait conseillé, et je vous dis que c'est anecdotique, mais c'est quand même la version du gouvernement, puisque ce sont des conseillers pédagogiques du centre de service scolaire qui nous avaient proposé plutôt ceci: déplacer tout le monde au local informatique. Donc, on a un élève en difficulté dans une classe de 30. Il y en a 29 pour qui écrire de façon manuscrite, c'est un geste normal et acquis et qui, honnêtement, je pense, tous les parents seront d'accord pour me dire que c'est une bonne idée qu'on apprenne aux jeunes à faire ça. Et pourtant, on déplace tout le monde au local informatique. Est-ce que c'est ça que vous appelez l'inclusion? Bien, c'est sûr que je ne peux pas commenter cet exemple-là précis. Je vous comprends, mais c'est quand même une version officielle du gouvernement. C'est des conseillers pédagogiques d'un centre de service scolaire. Oui, bien, les conseillers pédagogiques, dans le fond, c'est des professionnels de l'éducation qui travaillent pas directement pour le ministère. Là, ils travaillent pour le centre de service scolaire. Là, donc, ils accompagnent les enseignants pour s'assurer que les pratiques répondent aux besoins pédagogiques des élèves. Donc, est-ce que dans ce cas-là, le fait de faire cet exercice-là sur les ordinateurs pour tous répondait à l'intention pédagogique de l'enseignant? Bien là, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'est ce qui nous intéresse. Est-ce que ça répond à l'intention pédagogique? Est-ce que ça permet à tous de progresser? Si oui, bien pourquoi pas? Faut pas se leurrer non plus. Là. Les outils technologiques font partie de nos vies, vont faire partie de celles des élèves, encore plus de la nôtre. Fait qu'il faut également s'outiller par rapport à ça, comment on utilise les outils technologiques à bon escient pour faire en sorte qu'on fait un travail de qualité en bout de ligne pour les élèves. Avant qu'on se laisse, là, qu'est-ce que vous voulez concrètement là, à la Fédération du personnel professionnel d'éducation du Québec? Il y a de l'argent qui est disponible. L'argent, on peut l'utiliser. Il faut justifier l'utilisation. Le 540 millions qu'on promet, comme vous avez dit, c'est pas 540 millions qu'on va vous donner forcément. Ça se pourrait qu'on vous refuse certaines des demandes. C'est quoi vos demandes? Bien, pour le personnel professionnel, la principale demande, là, c'est de nous assurer que les postes qui vont être vacants ou les remplacements en cours d'année soient réellement comblés. Parce que ce qu'on craint, là, c'est que malgré toutes ces annonces-là puis tous ces chiffres-là, les absences, là, ben, ils se combleront pas. Puis en bout de ligne, c'est les élèves puis les équipes écoles qui vont en payer le prix. Donc, on veut éviter que le ministère se serve de nos corps d'emploi pour faire des économies là, sur le dos des élèves vulnérables. Fait que nous, ce qu'on veut savoir, c'est quoi le plan du ministère de l'Éducation et des centres de services scolaires pour combler ces postes de professionnels-là, administratifs, pédagogiques, en soutien direct aux élèves, parce qu'on est tous intimement liés pour le bon fonctionnement du milieu de l'éducation. Merci beaucoup, Mme Desmarais. Je sens que ça va être une année scolaire rock and roll. L'année passée, c'était métal. Avant, c'était heavy metal. Je pense que le ton est donné. Là. Ça va toujours être intense, puis ça va le devenir de plus en plus. On a hâte à notre année pop, mais on l'attend. Ça s'en vient. Merci beaucoup. Merci.